Alors, nous allons écouter à présent Alexandre Declos, qui est agrégé et docteur en philosophie et qui est donc l'assistant du professeur Tiercelin à la chaire de métaphysique et philosophie de la connaissance et qui est donc organisateur de ce colloque. Il a rédigé une thèse, en fait, il est spécialiste d'histoire de la philosophie analytique et notamment de l'œuvre de Nelson Goodman. Et il s'intéresse à la fois à des questions de métaphysique, notamment sur la question de la fondation métaphysique et le problème des espèces naturelles, mais il travaille également en esthétique, sur la question de l'ontologie de l'œuvre d'art, donc de métaphysique des œuvres d'art, si vous voulez, mais aussi sur la question du cognitivisme esthétique. Alors aujourd'hui, sa présentation sera sur ses spécialisations métaphysiques. Il va donc essayer de présenter une défense de la vieille théorie B du temps. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Bonjour à tous. Alors avant toute chose, j'ai préparé un exemplier ou un handout qui est rédigé en anglais et qui était disponible à l'entrée. J'espère que vous l'avez bien et qu'il a circulé dans la salle. Alors, je vais aujourd'hui traiter de ce qu'on appelle la vieille théorie B du temps. Et la vieille théorie B du temps, en fait, est une thèse ontologico-sémantique qui affirme qu'il est possible d'éliminer, via une méthode de paraphrase logique, la croyance envers le passage du temps. Cette position a connu un certain nombre de défenseurs éminents au XXe siècle. Comme je vais y revenir, toutefois, beaucoup jugent désormais que cette doctrine est tout à fait intenable. Il est devenu habituel, donc tous les articles récents commencent presque par là, de dire que le projet de la vieille théorie B s'est soldé par un échec, pour plusieurs raisons. Dans cette présentation, je vais essayer de donner quelques raisons de contester cette affirmation reçue. Mon objectif sera donc en fait de poser les jalons d'une défense partielle de la vieille théorie B du temps. Alors, voici le plan de mon exposé. Tout d'abord, je proposerai quelques remarques générales sur la controverse entre théorie A et théorie B, ainsi que sur la notion de temps grammatical. Je présenterai ensuite les mécanismes de la vieille théorie B du temps, telle qu'elle a été défendue notamment par Nelson Goodman dans sa thèse de doctorat. Et pour finir, je retracerai quelques-unes des objections adressées à l'encontre de cette vieille théorie B, avant de tenter d'y répondre. Alors, en tout premier lieu, permettez-moi de commencer par quelques remarques générales et introductives. Je vais aller assez vite, parce que c'est des choses en fait, qui ont déjà été dites pour certaines. Alors, avant tout, rappelons que la philosophie du temps, depuis les travaux de McTaggart, opère une distinction fondamentale entre la série A et la série B. Celle-ci figure deux manières très différentes de décrire le temps et ses occupants. La série A ordonne les événements dans le temps à l'aide de prédicats monadiques comme est présent, est passé ou est futur. La série B, quant à elle, décrit un ordre temporel à l'aide de relations dyadiques telles que est antérieur à, est simultané à ou est postérieur à. Ce qui distingue fondamentalement la série A de la série B, c'est que la première, mais pas la seconde, ordonne les événements par référence à un instant présent. En cela, la série A semble impliquer l'existence du passage du temps, alors que la série B l'exclut. Illustrons ce point en considérant l'événement qu'est la Première Guerre mondiale. Si l'on s'en tient à décrire cet événement à l'aide de la série A, il faudra dire que celui-ci possédait d'abord la propriété temporelle d'être futur, avant de devenir présent, puis de devenir ensuite passé. Cet événement semble donc littéralement se mouvoir dans le temps ou au travers de la dimension temporelle. La série A, ainsi, semble incorporer l'idée d'un flux ou d'un passage. Pour sa part, la série B n'implique rien de tel. Si je dis que la Première Guerre mondiale est postérieure à la Révolution française ou qu'elle est antérieure à la chute du mur de Berlin, ces relations valent sous l'espèce de l'éternité. Les positions des événements sur la série B, autrement dit, sont immuables et permanentes. Et en cela, contrairement à la série A, la série B n'implique aucune idée de flux ou de passage temporel. Ceci étant posé, et c'est mon second point, il faut relever que la distinction entre série A et série B, mais vous l'aurez déjà bien compris, a donné lieu à une importante controverse dans la métaphysique contemporaine. La question centrale qui se pose, c'est en effet de savoir quelle série, de la série A ou de la série B, correspond à la nature ultime du temps. Alors, selon ceux que l'on appelle désormais les théoriciens A, c'est la série A qui remplit ce rôle. Le temps serait, en son essence et par nature, un mouvement ou un passage. Les adversaires des théoriciens A, que l'on appelle logiquement les théoriciens B, défendent que seule la série B
correspond à la nature réelle du temps. Celui-ci ne serait rien de plus qu'un système de relations fixes entre les choses et les événements, et il n'y aurait donc pas de mouvement des choses dans la dimension temporelle. J'en viens à une troisième remarque qui est plus importante. Dans cette présentation, je vais me focaliser sur un aspect en fait assez circonscrit de la dispute entre théoricien A et théoricien B, à savoir le problème du temps grammatical, ou ce que l'on désigne sous le nom de tense en anglais. Sur le plan sémantique, nous pouvons distinguer les énoncés tensés des énoncés détensés. Les énoncés tensés ont ceci de propre qu'ils semblent changer de valeur de vérité selon le temps où ils sont énoncés. Par exemple, l'énoncé « le chat est sur le tapis » peut être vrai présentement, mais faux à un moment ultérieur. Cet énoncé est donc tensé. A l'inverse, les énoncés détensés ne varient pas dans leur valeur de vérité. Un bon exemple d'énoncé détensé est par exemple le suivant. Le triangle est une figure trilatérale. Un énoncé de vérité au présent de vérité générale. Sa vérité ne dépend évidemment pas du temps d'énonciation. Plus largement, les énoncés qui font intervenir des relations B sont eux aussi détensés. Par exemple, si je dis « la Première Guerre mondiale est postérieure à la naissance de Louis XIV », cet énoncé est vrai et restera toujours vrai. Alors maintenant, on pourrait demander quel est le rapport de cette distinction entre énoncé tensé et énoncé détensé avec la dispute qui oppose les théoriciens A et les théoriciens B. La réponse est la suivante. Les théoriciens A sont partisans de ce que l'on appelle une théorie tensée du temps, et selon celle-ci, les énoncés tensés, ou les propositions qu'ils expriment, sont rendus vrais par des faits eux-mêmes tensés, c'est-à-dire des faits qui impliquent d'irréductibles propriétés A. Pour le dire autrement, les partisans de la théorie tensée du temps défendent donc que c'est parce qu'il existe réellement des propriétés A, comme être futur ou être présent, que les énoncés tensés voient leur valeur de vérité changer dans le temps. Les théoriciens B, quant à eux, défendent ce que l'on appelle une théorie détensée du temps, selon laquelle les énoncés tensés ne nous engagent en rien à admettre l'existence de propriétés A transitoires. Les énoncés tensés doivent plutôt être compris en des termes qui n'impliquent rien d'autre que des relations B. Les avocats de la théorie détensée du temps, ainsi, défendent que ce ne sont pas des propriétés A, mais plutôt des relations B immuables qui rendent vrais les énoncés tensés. En somme, on voit ici que la question du temps grammatical joue un rôle tout à fait substantiel dans la controverse entre théoricien A et théoricien B. Et l'idée basique est simplement que les théoriciens A vont défendre qu'il faut prendre le temps grammatical au sérieux, alors que les théoriciens B vont chercher à le réduire ou à l'éliminer. Dernier point, il est important de noter enfin qu'il existe deux principaux modèles de la théorie détensée du temps dont je viens de parler. La vieille version de cette théorie détensée ou de cette théorie B, qui est celle que j'entends présenter et défendre aujourd'hui, combine une thèse ontologique et une thèse sémantique. La thèse ontologique consiste à nier l'existence de faits tensés, ou du moins l'idée que les énoncés tensés seraient rendus vrais par des faits eux-mêmes tensés. La thèse sémantique affirme encore plus fortement que nous pouvons traduire tous les énoncés tensés en des énoncés détensés. Cette paraphrase se veut salva veritate et salva informatione, c'est-à-dire qu'elle entend conserver la valeur de vérité, mais aussi la signification des énoncés qu'elle traduit. Comme je l'ai dit au départ, il est toutefois devenu courant aujourd'hui de considérer que cette ancienne version de la théorie B ne tient pas la route. Beaucoup jugent qu'il faudrait à la place défendre une nouvelle théorie B, qui consiste en fait simplement à accepter la thèse ontologique précédemment mentionnée, mais à rejeter la thèse sémantique. Pour le dire autrement, la nouvelle théorie B affirme que, même s'il n'existe pas de fait tensé, le temps grammatical est irréductible sur le plan sémantique ou sur le plan épistémologique. Le temps grammatical serait donc inéliminable du langage ou de nos croyances. Et je vous ai mis sur l'exemplier donc les principaux défenseurs de cette vieille théorie B et de sa nouvelle version. Après donc ces quelques remarques générales, je peux en venir à un exposé un peu plus détaillé de la vieille théorie B du temps. Je vais tout particulièrement présenter la version qu'en a défendue Nelson Goodman dans sa thèse de doctorat qu'il a soutenue en 1940 et qui s'intitule A Study of Qualities. C'est un ouvrage qui n'est pas du tout lu, qui n'est pas connu, et donc je trouve qu'il est intéressant de voir comment cela fonctionne techniquement. Alors, une note préliminaire, Goodman, dans sa thèse, utilise une convention qui consiste à souligner les expressions tensées et à barrer les expressions détensées. À l'oral, je ne peux évidemment pas rendre cette convention, mais justement, l'exemplier permettra de lever cette ambiguïté.
Alors, je vais maintenant envisager le détail technique de la manière par laquelle la vieille théorie B du temps propose de traduire les énoncés de temps C en des énoncés des temps C. Ce projet, selon Goodman, doit être conduit en deux grandes étapes. La première étape consiste à analyser toutes les formes possibles d'énoncés temps C en une conjonction dont l'un seul des membres est temps C. Pour comprendre cette idée, prenons un énoncé temps C simple, comme celui que j'ai noté A dans l'exemplier. Le chat est sur le tapis. Cet énoncé, dans la mesure où il semble vrai à certains temps mais faux à d'autres, inclut une référence implicite au temps d'énonciation. On pourrait expliciter ce point en disant que A signifie que le chat est maintenant sur le tapis. Selon Goodman, cela autorise à tenir cet énoncé comme équivalent à une conjonction que j'ai notée A'. Le chat est sur le tapis à un temps, et ce temps est présent. Vous voyez que notre énoncé temps C original, A, est ici analysé sous une forme conjonctive. Le premier conjoint de A' est D temps C, car le fait qu'il soit vrai ou faux que le chat soit sur le tapis à tel ou tel temps ne dépend pas du temps d'énonciation. En revanche, le second membre de cette conjonction reste temps C, car l'affirmation qu'un temps est présent dépend évidemment du temps d'énonciation. Comme le note Goodman, on peut analyser tous les énoncés de temps C sous une telle forme conjonctive. Nous avons plus précisément les options suivantes que j'ai notées de 1 à 9 sur l'exemplier. Nous pouvons dire le chat est sur le tapis à un temps, et ce temps 1 est présent, 2 est futur, 3 est passé, 4 était présent, 5 sera présent, 6 était futur, 7 sera futur, 8 était passé, et 9 sera passé. Donc, comme on le voit ici, il existe donc une grande variété de formes temps C. Elles posent toutes problème à la théorie B, puisqu'elles semblent changer chacune de valeur de vérité selon le temps auquel elles sont assertées. La proposition de Goodman ici va être de montrer que l'on peut largement simplifier le problème en opérant une série de réductions ou d'analyses de ces formes temps C. Voyons comment cela fonctionne. En premier lieu, il est possible d'analyser toutes les formes qui vont de 4 à 9 en termes de 1, 2 ou 3, c'est-à-dire en seuls termes de est présent, est futur ou est passé. Par exemple, on peut réduire la forme 4 à la forme 3, car quelque chose qui était présent est nécessairement passé. De même, la forme 5 est analysable en termes de la forme 2, car quelque chose qui sera présent est futur. On a donc les équivalences suivantes, que j'ai notées 4' et 5' sur l'exemplier. T était présent équivaut à il existe un temps S tel que S est passé, et T est simultané au temps S. Et 5', T sera présent équivaut à il existe un temps S tel que S est futur, et T est simultané au temps S. Une même analyse, montre Goodman, peut être conduite pour les formes restantes 6, 7, 8 et 9. Un premier résultat est donc qu'il est possible d'analyser toutes les clauses temps C en termes de des fonctions basiques 1, 2, 3, c'est-à-dire de est présent, est futur ou est passé. Le point suivant va être d'analyser les formes temps C 2 et 3 en seuls termes de 1, c'est-à-dire d'analyser est futur et est passé en termes de est présent. Là encore, ce n'est pas très difficile. Pourquoi ? Eh bien parce que dire qu'un événement est futur, c'est affirmer que le temps présent est antérieur à celui-ci. De même, lorsque nous disons qu'un événement est passé, nous affirmons que le temps présent est postérieur à celui-ci. Nous avons donc les équivalences suivantes, que j'ai notées 2' et 3' sur l'exemplier. T est futur équivaut à il existe un S tel que S est présent et S est antérieur à T. T est passé, quant à lui, équivaut à il existe un S tel que S est présent et T est antérieur à S. Ceci étant, nous avons réduit toutes les clauses temps C à la seule forme 1, est présent. Ceci permet de reformuler tout énoncé temps C sous une forme conjonctive où ne demeure plus qu'une seule clause, est présent. Pour prendre un exemple, regardez la forme notée 8 sur l'exemplier, était passé. À partir de ce que je vais dire, on peut maintenant la traduire comme suit. C'est l'énoncé 8'. T était passé revient à il existe un R et un S, tel que R est présent et S est antérieur à R et T est antérieur à S. Voilà. Ce qui signifie simplement qu'un temps était passé s'il existe un temps qui est antérieur au présent et un autre temps qui est encore plus antérieur à ce premier temps. Bon, récapitulons. Ce que nous avons fait ici consiste à analyser tout énoncé temps C en une conjonction où ne demeure plus qu'une seule clause temps C, à savoir la clause est présent. Ceci achève la première étape de la réduction qui est proposée par Nelson Goodman.
Le projet de paraphrase est maintenant largement simplifié, puisque le seul problème qui demeure est de savoir comment analyser en termes d'étensée cette clause « est présent » qui demeure dans l'analyse. Si on peut paraphraser cette clause « est présent » en termes d'étensée, nous dit Goodman, le problème du temps grammatical aura été résolu. Alors, et c'est là la deuxième étape du problème, l'avocat de la vieille théorie B doit maintenant affronter la question suivante. Comment pouvons-nous traiter logiquement l'affirmation selon laquelle un temps est présent? Le problème, c'est que cette clause temps C change de valeur de vérité selon le moment où elle est assertée, ce qui semble suggérer qu'il existe bien des faits temps C ou athéoriques. Pour répondre à cette difficulté, Goodman va convoquer la distinction fameuse, et qui remonte à Peirce, entre les types et les tokens. Une inscription particulière de la phrase « le roi est mort hier » ou une énonciation particulière de cette phrase est un token ou une instance d'un type abstrait qui est la proposition selon laquelle le roi est mort hier. À la différence de ces tokens, un type est une entité abstraite et n'est donc ni situé, ni écrit, ni prononcé nulle part. La distinction entre type et token est d'importance fondamentale pour le projet de réduction qui est envisagé ici. Comme va le montrer Goodman, la réduction de la clause temps C est présent sera rendue possible en nommant les tokens d'énoncé temps C et les expressions indexicales qui y figurent. Prenons un exemple. Appelons U mon énonciation ponctuelle de la phrase temps C. Le temps T est présent. Contrairement à mon énonciation ponctuelle de la phrase le temps T est présent, qui est daté et par principe non répétable, le nom propre U de cette énonciation est lui non daté et répétable. Il peut donc recevoir un traitement logique adéquat. Selon Goodman, c'est cette technique qui consiste à nommer les tokens d'énoncé et les termes indexicaux qu'ils contiennent qui fournit le moyen d'analyser la clause temps C, jusqu'alors résistante au traitement logique. Reprenons l'instance U de la phrase « le temps T est présent ». Cette instance peut être analysée en termes B théoriques par la paraphrase notée U' sur l'exemplier. Le temps T est simultané avec le temps de l'énonciation U de présent. U', comme vous le voyez, est entièrement détensé. D'autres exemples peuvent être considérés. Une instance P de « le temps T est passé » pourra être paraphrasée avec l'énoncé P'. Il existe un S tel que S est le temps de l'énonciation P de passé et T est antérieur à S. Enfin, on pourra analyser une instance E de le temps T est futur. Comme équivalent à l'énoncé d'étensé E', il existe un X tel que X est le temps de l'énonciation E de futur et X est antérieur à T. À ce stade, Goodman prétend qu'il a esquissé une méthode générale permettant de traduire tous les énoncés temps C en énoncés d'étensé. Cette traduction B théorique d'énoncé temps C, pour le redire, comporte deux étapes principales. Premièrement, on analyse les énoncés temps C en des conjonctions d'étensé où ne demeure qu'une seule clause est présent. Deuxièmement, on réduit cette clause temps C est présent en nommant les tokens et les termes indexicaux qu'ils contiennent. Maintenant, et avant de passer à un examen critique de la vieille théorie B, je voudrais insister sur trois points qui me semblent vraiment les plus importants. En premier lieu, et si ce qui précède est juste, les énoncés qui semblent refléter le passage du temps peuvent maintenant recevoir une paraphrase qui n'implique plus rien de tel. Pour prendre un exemple que je trouve particulièrement suggestif, et je crois que Goodman en considère d'autres du même type, peut-être même celui-là, considérons une assertion F de la phrase « Le mariage était futur, est présent et sera passé ». Cet énoncé semble littéralement refléter le mouvement d'un événement au travers de la dimension temporelle. Mais à partir de ce qui précède, nous pouvons le traduire en termes purement B théoriques. Cet énoncé peut en effet être paraphrasé comme suit, c'est ce que j'ai noté F' sur l'exemplier. Le mariage est simultané à l'énonciation F de présent, et, il existe un X et un Y, c'est important, tel que le mariage est simultané à l'énonciation F de présent, et X est antérieur au mariage, et le mariage est antérieur à Y. Comme le montre cette paraphrase, notre assertion originale ne nous engage pas, après tout, envers l'idée de propriété A irréductible. L'énoncé F peut être traduit en des termes qui n'impliquent que des relations B, et si c'est le cas, l'idée d'un passage ou d'un flux s'évanouit. En second lieu, on peut comprendre maintenant pourquoi le type de théorie B défendu par Goodman est plus particulièrement une approche ou une théorie token réflexive. Cette approche tire son nom du fait qu'elle fait intervenir dans la paraphrase des énoncés tensés des expressions sui référentielles comme ce token ou cette énonciation.
Grosso modo, le principe général des paraphrases tokens réflexives B théoriques consiste à poser les équivalences suivantes. On dira que X est présent équivaut à X est simultané avec cette énonciation, ou ce token, que X est passé signifie X est antérieur à cette énonciation, et enfin que X est futur équivaut à X est postérieur à cette énonciation. Dernier point important, comme je l'ai dit au départ, le phénomène du changement de la valeur de vérité des énoncés tensés, ou le changement alétique, pose à première vue de sérieux problèmes aux théoriciens B. Mais la vieille théorie B token réflexive est parfaitement à même de résoudre ce problème. Son avocat, en effet, affirme que la paraphrase détensée de tout énoncé tensé a une valeur de vérité fixe et permanente. En outre, puisque différents tokens d'un même type expriment des énoncés différents, on comprend que ces tokens n'ont pas tous la même valeur de vérité. Pour le dire autrement, le changement alétique est expliqué par la théorie token réflexive comme le fait qu'il existe des tokens numériquement distincts d'un même type, dont certains sont vrais et d'autres faux. On peut en conclure que l'approche token réflexive évacue toute inquiétude relative au changement alétique. Ok, alors j'en viens maintenant à la dernière partie de mon exposé, à savoir une évaluation critique de la vieille théorie B du temps. Je n'aurai malheureusement pas le temps ici de discuter l'ensemble des critiques qui ont été faites à cette approche. Dans le temps qu'il me reste, je voudrais simplement me concentrer sur quelques objections à la vieille théorie B qui me semblent parmi les plus pressantes, avant de voir comment on pourrait y répondre. Alors, première objection que j'ai trouvée dans je crois que c'est la thèse de doctorat de Heather Dyke, qui est une métaphysicienne du temps. Cette objection consiste à soutenir que les paraphrases détensées de la vieille théorie B n'éliminent pas le temps grammatical du langage. Voici une reconstruction de son argument. Considérons l'expression « ce token » qui apparaît dans la paraphrase token réflexive d'un énoncé tensé S. À quoi réfère-t-elle? La réponse semble être qu'elle réfère à elle-même en tant que token de S. L'expression « ce token » dans la paraphrase référerait donc à un token d'énoncé tensé, à savoir S. Mais si tel est le cas, il semble que S doive en premier lieu être proféré ou énoncé pour que la clause « ce token » puisse y référer. Autrement dit, l'énoncé tensé S semble être le nécessaire préalable de sa paraphrase détensée. Le problème est donc qu'il doit y avoir des énoncés tensés pour qu'il y ait des paraphrases détensées de ces derniers. Si tel est le cas, le temps grammatical, ou le tense, est bel et bien inéliminable. Alors voici ma réponse à cette objection. Dyke, à mon sens, laisse ici entendre que la vieille théorie B aurait pour but de réformer la manière dont nous parlons dans la vie ordinaire. Or, ce n'est pas du tout le cas. Le but de la vieille théorie B du temps n'est pas de supprimer le temps grammatical du langage courant. L'objectif est plutôt de montrer que le tense ou le temps grammatical est éliminable dans un langage enrégimenté. Il n'est donc absolument pas requis que nous remplacions dans la vie courante chacune de nos énonciations tensées par les paraphrases ou les énoncés détensés qui leur correspondent. Le vieux théoricien B, ainsi, peut parfaitement accepter que notre langage étant ce qu'il est, sous-entendu imparfait, il faut qu'il y ait du discours tensé pour qu'il y ait des paraphrases détensées de celui-ci. Ceci ne figure pas une objection à son propos, puisque le discours tensé, à l'analyse, ne nous engage envers rien d'autre que des relations B. Donc, même s'il n'y a pas de paraphrase détensée sans y avoir d'abord d'énoncé tensé, nous pouvons toujours dire que le temps grammatical n'a pas de portée ontologique ou sémantique réelle. J'en viens à une deuxième objection fréquente à l'encontre de la vieille théorie B. Cette objection consiste à avancer que les paraphrases détensées n'ont pas la même signification que les énoncés tensés qu'elles cherchent à traduire. Si tel est le cas, elles ne peuvent être tenues comme des traductions correctes, contrairement à ce qu'avance le vieux théoricien B, des énoncés tensés d'origine. Alors ici, on peut convoquer un argument qui a été présenté par Francesco Aurilia, ici présent, et Nathan Aucklander, dans un article de 2015. Donc, il présente ainsi l'argument de l'objection de la synonymie. Première prémisse, un énoncé type S n'a pas la même signification qu'un énoncé type S' si S a des tokens dont la valeur de vérité dépend du temps où ils sont énoncés, alors que S' n'a pas de tel token. Deuxième prémisse, tous les tokens d'énoncé type A, c'est-à-dire d'énoncé tensé, ont une valeur de vérité qui dépend du temps où l'énonciation de ces tokens a lieu. Troisième prémisse, tous les tokens d'énoncé type B, c'est-à-dire d'énoncé détensé,
ont une valeur de vérité qui ne dépend pas du temps où l'énonciation de ces tokens a lieu. De quoi on peut conclure que aucun énoncé type A n'a la même signification qu'un énoncé type B. Alors cet argument, il est clair, hein, mine le projet de réduction B théorique, car il permet de contester la synonymie des énoncés tensés et de leur paraphrase des tensés. On peut cependant défendre qu'il ne devrait pas inquiéter l'avocat de la vieille théorie B token réflexive. Comme Aurelia et Aucklander l'ont relevé, celui-ci pourra en effet rejeter la troisième prémisse de cet argument. Pour illustrer, considérons deux énonciations successives, que nous appellerons C et D, de la phrase « Le cours termine simultanément à ce token ». Les deux tokens C et D de cette phrase, il est clair, sont des tensés. Ils ne sont donc pas sujets au changement à l'éthique. S'ils sont vrais, ils le restent de manière permanente, et idem s'ils sont faux. Pourtant, il reste possible de dire que la valeur de vérité de ces tokens dépend du temps où ils sont énoncés. Le token C asserte qu'il existe une simultanéité entre la fin du cours et l'énonciation de C. Le token D asserte que la fin du cours est simultanée avec l'énonciation de D. Puisque le temps de l'énonciation de C, par hypothèse, n'est pas le même que celui de l'énonciation de D, ce n'est pas le même temps qui est impliqué dans les deux cas. Partant, ce n'est pas la même chose qui rend vrai le token C et le token D. En ce sens, deux énonciations successives C et D de la phrase « le cours finit simultanément à ce token » ne doivent pas être comprises comme exprimant une même proposition qui serait vraie à un temps, mais pas à d'autres. Ces tokens expriment plutôt des propositions différentes, à savoir pour C, la proposition que le cours termine simultanément à l'énonciation du token C, et pour D, la proposition que le cours termine simultanément à l'énonciation du token D. Dès lors, la vérité ou la fausseté d'un énoncé détensé peut bien être comprise comme dépendant du temps auquel il est asserté contre la prémisse P3 de l'argument précédent. L'avocat de la vieille théorie B token réflexive peut en conclure que les paraphrases détensées ne diffèrent pas en signification des énoncés tensés qu'elles traduisent. J'en viens à une dernière objection que je veux considérer dans le temps qui me reste. Une critique fréquente de la théorie token réflexive, et plus largement des vieilles théories B du temps, consiste à dire que les paraphrases détensées échouent à capturer la valeur cognitive des énoncés tensés qu'elles sont supposées traduire. La plus célèbre instance de cet argument, je crois, est l'argument qui a été développé par Arthur Pryor sous le nom de l'argument Dieu merci ou Thank goodness en anglais. Alors voici un résumé très rapide de cet argument. Pour le théoricien token réflexif, l'énoncé tensé T, Dieu merci, cette chose est passée, a pour paraphrase des tensés T', Dieu merci, la fin de cette chose est antérieure à ce token. Ce que suggère Pryor, c'est que quelque chose a été perdu avec cette paraphrase. La paraphrase token réflexive, en effet, semble échouer à saisir l'objet du soulagement de la personne qui prononce cette phrase. Ce à propos de quoi elle est soulagée, dit Pryor, n'est pas une relation entre la conclusion d'un événement et son énonciation, mais plutôt un fait athéorique, nommément le fait que cette chose soit passée. En bref, Pryor conteste ici l'idée que les paraphrases token réflexives permettent de traduire les énoncés tensés salva informatione. Cette objection, notons-le, n'est pas dommageable à la nouvelle théorie B, qui admet l'irréductibilité du tense au niveau sémantique ou épistémologique. Le nouveau théoricien B pourrait très bien dire ici, bah oui, très bien, on ne peut pas comprendre le soulagement autrement qu'en termes athéoriques, tout en maintenant qu'il n'existe pas de fait tensé dans la réalité. Mais évidemment, cette parade n'est pas disponible au vieux théoricien B, qui doit donc répondre à Pryor. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait répondre ? J'envisage deux possibilités pour l'heure. Il pourrait d'abord maintenir que, même si cela semble étrange ou peu naturel, la paraphrase T' est bel et bien la signification objective de l'énoncé tensé T. Après tout, dire que l'événement déplaisant est antérieur à mon énonciation du token T semble expliquer que je ne ressente plus de déplaisir au temps où je parle. Il se pourrait donc que T' soit une explication adéquate de mon soulagement. En fait, et même à supposer que notre intuition nous conduit à concevoir le soulagement en termes athéoriques, le vieux théoricien B pourra toujours répondre que c'est une illusion qui doit être dissipée par la paraphrase logique. Deuxièmement, il me semble surtout que le vieux théoricien B pourrait également répondre à Pryor qu'il commet une pétition de principe à son encontre. En effet, affirmer que le soulagement de la personne qui prononce T a pour objet un fait passé et non la relation d'une énonciation à un événement semble moins un argument qu'une simple reformulation de la théorie A du temps. Il y a donc lieu de croire que le vieux théoricien B restera impassible devant l'objection de Pryor.
Cela dit, il me semble exister une version plus forte de cette objection, qui cette fois, je crois, met réellement des bâtons dans les roues du jeu théoricien B. Alors voici une petite histoire, un petit exemple. Supposons que je doive prochainement me faire opérer. Je peux dès maintenant décider que j'énoncerai, 5 jours après l'opération, un certain token, appelons-le S, de l'énoncé « Dieu merci, la douleur est passée ». Je sais en effet, d'ores et déjà, que la douleur aura disparu à ce moment-là. Mais si tel est le cas, je sais déjà avant ou pendant l'opération que mon énonciation du token S est postérieure à ma douleur. Autrement dit, j'ai déjà connaissance de la relation B de postériorité qui lie le token à la fin de ma douleur. Or, si c'est cette relation B qui est l'objet de mon soulagement, il s'ensuit que je devrais être soulagé avant de ressentir la douleur ou même pendant que je la ressens. En effet, je sais déjà, avant ou pendant même l'opération, que cette relation B obtient entre la fin de ma douleur et mon énoncé S. Or, bien sûr, ceci est erroné, puisque de toute évidence, c'est seulement après la douleur que je puis en être soulagé, et non pas avant ou pendant. Il me semble que l'approche token réflexive échoue à expliquer ce point, car la relation B entre le token et la fin de ma douleur est accessible non seulement après, mais bien aussi avant ou pendant la douleur. Si c'est le cas, on peut conclure que l'objet de mon soulagement est un fait qui n'existe pas avant que ma douleur se soit calmée, à savoir le fait athéorique que ma douleur est maintenant passée. Alors cette version plus forte de l'objection de Prior, je crois, capture plus nettement l'objection selon laquelle les paraphrases d'étancées de la vieille théorie B n'ont pas la même valeur cognitive que les énoncés tensés qu'elles sont supposées traduire. Pourtant, je crois qu'on peut répondre à cet argument, et qui n'est pas fatal à la vieille théorie B. J'envisage au moins 2 réponses possibles. Voici la première, et je remercie Francesco Aurilia d'avoir attiré mon attention sur ce point. Le fait que je décide maintenant, avant mon opération, que j'énoncerai un token S à un temps futur T, n'implique en rien que je sache, au moment de ma décision, que mon énonciation de S à T est vraie. Il se pourrait, par exemple, que ma douleur n'ait pas disparu 5 jours après l'opération, ou que je ne survive malheureusement pas à mon opération. En ce cas, il est faux que je serai soulagé au moment T. Autrement dit, ma décision présente d'énoncer S à un temps futur n'implique en rien que la vérité de S soit déjà décidée. Ou à tout le moins, cela n'implique pas que j'y ai accès à l'instant de ma décision. Dès lors, il est erroné de considérer que je sais, avant ou pendant mon opération, qu'obtient une certaine relation B entre un futur token et la fin de ma douleur. Alors cette première réponse me semble assez convaincante, mais il me semble y en avoir une autre, peut-être plus probante encore, pour écarter la version forte de l'argument de Prior. Alors je vais vraiment en parler très rapidement. À mon sens, l'idée générale, en fait, consiste à dire que ce n'est pas le même token qui est impliqué avant et après mon opération. Lorsque je pense silencieusement pour moi-même que 5 jours après l'opération, j'énoncerai un certain token S de la phrase « Dieu merci, la douleur est passée », on pourrait dire en fait que j'ai déjà produit le token S, qu'il a déjà été produit ou énoncé. Et cette idée, bien sûr, implique de considérer que le fait de penser à S consiste à produire ce token, et donc il peut y avoir des tokens mentaux. Et ceci est tout à fait défendable. Il y a beaucoup de théoriciens dans la littérature qui admettent que les tokens ne sont pas seulement des inscriptions, des énonciations, mais peuvent être des items mentaux. Si on dit ça, eh bien, en fait, on peut proposer une nouvelle solution qui consiste à dire que lorsque j'énonce 5 jours après l'opération et comme prévu, Dieu merci, la douleur est passée, ce n'est pas en réalité le token S que j'énonce, mais plutôt un autre token du type Dieu merci, la douleur est passée, qu'on peut appeler S'. Il est vrai, je peux croire que le token que j'énoncerai à ce temps futur est S, le S que j'avais décidé d'énoncer, mais c'est une impression trompeuse. Bon, en gros, l'idée simple est tout simplement ici de dire qu'il peut y avoir 2 tokens qui sont numériquement distincts et que ceci permet en fait d'expliquer pourquoi je suis soulagé après la douleur et pas avant. Parce que la paraphrase en fait d'étancée de S', elle, permet d'expliquer mon soulagement, alors que la paraphrase d'étancée de S ne permet pas, parce que S est prononcé avant l'opération. Bon, alors, en conclusion, il y aurait bien d'autres critiques à considérer avant d'arriver à une défense complète de la vieille théorie B. Et j'ai pris soin de consigner dans l'exemplier certaines de ces objections supplémentaires. Alors, sans prétendre avoir ici produit une défense exhaustive de la vieille théorie B, j'espère au moins avoir montré qu'elle n'est pas sans pouvoir répondre aux critiques les plus fréquentes avancées à son encontre. Si c'est le cas, on peut alors dire que la nouvelle théorie B du temps n'est peut-être qu'une concession complètement inutile
au théoricien A. Merci. Merci beaucoup, Alexandre.